Eh ben écoute, salut Josias. Salut Alex. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve tous les deux? Et est-ce que tu pourrais, je dirais, aller te présenter succinctement pour ceux déjà qui ne te connaissent pas? Yes. Bah moi je m'appelle Josias Nayaga, je suis préparateur physique et entraîneur. Je dirais que c'est un peu ça ma particularité. Je suis préparateur physique plus dans le ping. Après je bosse aussi avec d'autres sportifs, mais je pense que la plupart c'est des pongistes. Et j'entraîne en club, dans plusieurs clubs. Je fais quelques heures et j'entraîne aussi des joueurs individuellement. Donc soit pour du coaching privé, soit certains profils plus professionnels. Donc voilà un peu qui je suis. Et toi, Alex, je te retourne la question parce que bon, peut-être qu'il y a des gens aussi qui te connaissent pas encore très bien. Ouais, et ben écoute, Alexandre Doleux, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu allez, un diplôme d'État en 2009 dans le tennis de table, donc issu, je dirais, de cette petite balle depuis maintenant pas mal d'années. J'ai été particulièrement, comment dire, intéressé par la préparation mentale, par la psychologie, par les comportements humains, par comment fonctionne le cerveau. Et j'ai, comment dire, de par mes formations, de par, je dirais, mon vécu, créé toute une philosophie, toute une pédagogie pour accompagner les joueurs dans un premier temps au début de ma carrière, parce que je me suis occupé de beaucoup de sportifs, d'épongistes, mais pas que. Et puis, tu vois, là actuellement, à travers, je dirais, mon entreprise, j'accompagne des dirigeants, des salariés, des étudiants, des sportifs amateurs, des sportifs professionnels, tout un tas d'humains, des enfants, des adolescents, des adultes, même des grands-parents, tu vois, il n'y a pas de règle par rapport aux âges, euh, où je me suis rendu compte que en fait, tout être humain aujourd'hui possède un cerveau, possède des aires cérébrales, possède des émotions et tout un tas d'autres choses qu'on va aborder ensemble. Et voilà, je m'éclate dans ce que je fais. Je suis amoureux de l'être humain. J'adore. Ok, ok, top. Bah, je pense que pour revenir même sur sur ta question, euh, par rapport à ce que tu as dit et aussi mon profil, je pense que notre rencontre, elle peut être intéressante parce qu'on va pouvoir apporter une approche un peu différente pour le tennis de table. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le tennis de table, il est vachement en train de se développer en France, notamment avec les Lebrun, Simon, Flavien Coton et tous les autres, Thibaut Pourret, etc. Et, euh, et on parle beaucoup de technique, mais l'aspect physique et l'aspect mental, c'est pas forcément des trucs où on a l'occasion d'entendre beaucoup de choses dessus. Et c'est pour ça, je pense que ça peut être intéressant d'apporter cette approche. Et en plus, je pense que ça peut répondre à des questions que les gens se posent sur l'aspect mental et l'aspect physique. Ouais. Moi, ça me fait dire que en fait, le physique, la préparation physique, peut commencer une belle danse avec la préparation mentale. En fait, le corps et l'esprit peuvent danser ensemble, un peu comme une Ouais. salsa ou comme un tango. Moi, je l'imagine comme ça. En fait, j'imagine pas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a aussi décidé, je dirais, de s'unir tous les deux, Josias. C'est que j'imagine pas, et toi de ton côté, finalement, le corps travailler tout seul de son côté, le mental travailler tout seul de son côté, il y a une cohabitation, il y a une relation, il y a un partage d'échanges. Et que bah, moi, ce que je trouve chouette, en tout cas dans notre partenariat, c'est que toi, tu es en tout cas amoureux de la structure du corps, mais pas que. Et moi, je suis amoureux de la structure du cerveau, mais pas que. Et que finalement, tous les deux, peut-être, et je dis bien peut-être, l'idée c'est qu'on amène aussi un éveil chez les pongistes, qu'on amène peut-être une autre lecture, une autre vision, qu'on aide aussi les pongistes à se questionner sur des choses auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et c'est pour ça que notre duo il prend forme aujourd'hui. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, je pense que ça fait un bon lien avec la première question, qui est, selon toi, c'est quoi la répartition entre le technique, le mental et le physique? Et un peu associé à ça, est-ce que tu penses que c'est des trucs qu'il faut bosser séparément ou ensemble? C'est quoi ta vision sur ça? Ouais, bah, je sais pas où ça en est encore en 2026 aujourd'hui. J'ai tellement, tu vois, je me rappelle rien que des années 2009-2010 en allant au diplôme d'État, au DE sur Paris. Il y avait encore
les quatre éléments séparés de la performance. La technique, la tactique, le physique et le mental. Et ça restait des socles séparés. Moi, aujourd'hui, j'ai une vision qui est complètement différente. Le mental, je le vois comme le cœur central. C'est un peu un chef d'orchestre qui va diffuser une symphonie, qui va diffuser une certaine forme d'énergie pour créer des liens justement avec la technique, avec la tactique et avec le physique. Et en fait, le cœur central, il est là finalement dans l'intégration en fait du travail physique, dans l'intégration du travail technique, dans l'intégration du travail tactique. Parce que finalement, si tu veux, moi aujourd'hui, ce que je peux percevoir, c'est qu'on est des êtres vivants. On possède une structure avec énormément de pensées, énormément d'émotions. Il y a plein de choses qui se passent en nous et que je vois pas aujourd'hui une dissociation ou une séparation. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'unit tous les deux. Et c'est la première suggestion aussi que j'amène dans notre premier live tous les deux. En fait, c'est est-ce que je viens à l'entraînement et en match où il y a des choses qui sont travaillées séparément, ou est-ce que j'arrive peut-être à l'entraînement avec une unification. Et en fait, nous sommes des êtres entiers, Josias. Et un être entier, c'est composé d'une structure vivante entière. Voilà ma vision. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu y vois et comment même ça peut résonner ce que je partage? Bah, moi, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. C'est vrai que dans les schémas, même quand j'étais en STAPS, c'est vachement des schémas où tu avais différents piliers, etc., plutôt séparés. Je pense que l'avantage de ça, c'est que ça peut permettre de simplifier la compréhension quand tu découvres le domaine. Mais au final, ça peut aussi donner des fausses pistes en pensant que c'est forcément des aires séparées et que ça doit être travaillé de manière séparée. Et je pense que, comme tu as dit, la base, c'est quand même l'aspect mental. C'est vrai que dans mon expérience, j'ai coaché pas mal de joueurs de tout niveau et même à haut niveau en fait. Quand j'étais avec l'équipe de France de tennis de table, moi, ce qui me choquait, c'était que la différence que je percevais pas avant se faisait sur l'aspect mental, mais pas l'aspect mental juste, tu sais, quand tu arrives en match à 9-9 à la belle. C'est dans le quotidien, dans comment est-ce que tu vas gérer ton quotidien, comment est-ce que tous les jours tu vas arriver avec des intentions, avec une envie, avec une détermination, une motivation, comment tu vas garder ça justement dans ton travail physique, dans ton travail mental, même dans ta vie hors du ping. Comment ça va affecter ça et c'est plus ça finalement qui crée la performance, j'ai l'impression, que juste se dire bah voilà, je suis bon physiquement ou bon techniquement et comment est-ce que je peux juste combler un peu les catégories où je suis un peu moins fort quoi. Donc moi j'ai une vision un peu comme toi globale, centrée aussi sur l'aspect mental parce que voilà, c'est le cerveau qui guide le corps même sur l'aspect physique, voilà, le développement physique, il doit être en rapport avec le corps, donc ton corps à toi. Euh, Mon développement physique va être différent du tien, qui sera différent encore d'une autre personne. Et ma réflexion, c'est comment optimiser ta manière de bouger pour que ton geste soit plus efficace, pour que tu te sentes plus à l'aise dans ta production de force, d'énergie et que tu bouges mieux, quoi. Et il y a aussi un lien avec l'aspect mental et il y a aussi un lien avec l'aspect technique et même stratégique parce que bon, si on parle de prise de décision, Hmm. euh, je rentre un peu dans l'aspect technique, mais si tu as une meilleure maîtrise de la table, des trajectoires, etc., bah, ta prise de décision est beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, et donc ça te permet d'être plus rapide, etc. Donc je pense que tout est lié. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et dans ce que tu exprimes, il y a cette notion de, moi j'appellerais ça de vision globale de l'individu. Tu vois, pour moi, ce que je peux voir aujourd'hui des champions, c'est qu'un champion, il n'est pas champion uniquement dans sa pratique. Il est champion dans son écosystème vivant de sa vie entière. Ça veut dire que quand il va aller au supermarché, quand il est avec ses amis, quand il est avec son amoureux, son amoureuse, quand il est en train d'être dans un business, donc plein d'endroits, d'environnements différents de son écosystème de performance, eh bien, il n'y a pas une séparation de son être. En fait, son être incarne la structure du champion. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ce sont des écosystèmes à travailler, à découvrir, à philosopher, à questionner dès l'enfance.
peut-être, c'est une hypothèse, Josias, mais peut-être que dans la culture française, c'est pas des choses qui sont encore beaucoup intégrées, beaucoup amenées dans, je dirais, notre société, dans notre culture. Il y a sûrement d'autres cultures dans le monde, comme les Japonais et d'autres, hein, pour pas citer trop de cultures, mais qui eux s'intéressent beaucoup plus à cette justement cette danse de l'esprit et comment dire du corps, et que finalement plus je vais avoir une connaissance fine de comment fonctionne ma tête, comment sont mes pensées, comment sont mes émotions, comment est mon corps, comment fonctionnent les deux ensemble, et bien derrière, je vais être armé d'une certaine manière quand les choses vont arriver à moi dans ma vie de tous les jours et à la table quand je vais être à l'entraînement et quand je vais être en match. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que nous, on a peut-être plus une culture, ouais, je sais pas si c'est basé sur l'empirisme ou on reproduit un peu des pratiques. Voilà, on entraîne comme on nous a entraîné. Et donc, ça met peut-être un peu plus de temps à se développer. Mais j'ai l'impression que ça commence à se développer. Il y a de plus en plus d'entraîneurs qui sont sensibles à ça. Et justement, je trouve que même si voilà, chacun a son métier, l'entraîneur il doit pas forcément avoir des compétences d'un préparateur mental ni d'un préparateur physique. Et un préparateur physique, il n'a pas besoin d'être entraîneur ou prépa mental. J'ai l'impression que il faut quand même être sensible aux autres choses. Et moi, en tant que prépa physique, donc quand je bossais à nouveau en équipe de France, bon, on faisait la prépa physique, bien évidemment, mais mon premier but, c'était de comprendre ce qui se passait dans la tête des sportifs que j'avais en face de moi pour savoir comment ils allaient pouvoir faire la séance avec le meilleur résultat. Parce que faut se rendre compte que bon, pour des sportifs de haut niveau, ils se faisaient une séance le matin, ils enchaînaient avec donc une séance de 1h30, 2 heures, séance physique, pause de 2 heures, 2 heures et demie. Après, tu repars directement avec 2 heures de séance et tous les jours. Et après, ils vont au match, tu reviens et tu as ta vie perso, peut-être tes soucis de la vie de tous les jours comme tout le monde. Tu es sur une mauvaise période en ce moment, tu joues pas très bien ou tu as la pression parce que tu as une compétition importante. Bah, moi, j'étais obligé d'être un peu psychologue, de m'intéresser à ce qui se passe dans Mmh. l'être qui est en face de moi. Et pas juste me dire, bon, bah, j'ai une séance de physique, c'est parti, vous faites 10 squat jump. Ouais. Non, il faut discuter, il faut prendre beaucoup de temps. Et j'ai finalement même la même approche en tant qu'entraîneur. Si tu as envie que ta séance se passe bien, si tu as envie que les gens soient bien, en fait, tu as besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête des joueurs. Et parfois, bon, les séances sont pas forcément comme tu attends. Et plutôt que de tout de suite rentrer en disant non, c'est pas comme ça, etc., bah, tu te rends compte qu'en discutant, en prenant en compte que la personne en face de toi est un être humain complet, bah, il y a plein d'autres choses qui peuvent affecter sa performance. Et si tu arrives à peut-être l'aider à avancer dans ses questionnements, tu peux l'aider à être plus performant. Ouais, et puis pour terminer en tout cas sur cette première question, je suis convaincu aujourd'hui que ce dont j'exprimais sur finalement cette tête que je vois aujourd'hui comme un chef d'orchestre, tu sais, qui serait avec son groupe de symphonie là. En fait, quand ma tête aujourd'hui, j'ai une connaissance fine de ce qui se passe en moi, quand j'ai une relation particulière avec ce qui se passe à l'intérieur de cet écosystème vivant de ma tête, eh bien derrière, il y a une relation, je dirais, merveilleuse qui se passe sur la singularité de ma technique. Il y a une relation merveilleuse sur la singularité de mon physique. Il y a un accès cognitif qui se fait plus ou moins rapide sur de l'exécution justement de prises de décision qui sont tellement importantes, par exemple dans le ping. Et ça Hmm. aujourd'hui, on peut terminer là-dessus, Josia, sur la première question, mais ce qui me semble fondamental, même c'est une suggestion que je propose, certains le verront peut-être comme un conseil, mais la suggestion c'est prendre soin à la fois de sa tête et prendre soin à la fois de son corps. Parce que finalement, les deux sont liés et dansent ensemble. Si aujourd'hui je prends soin de ces deux écosystèmes-là, alors ils vont se rendre service mutuellement. Il y a une forme d'alliance qui se fait entre le corps et l'esprit. Et quand cette alliance, elle est merveilleusement bien articulée, bah, je dirais qu'après, peu importe ce que vous faites, vous êtes en train de faire un one-man show, vous êtes en compète de ping, vous êtes sur un terrain de golf, bah, finalement, c'est une expression singulière qui arrive derrière. Hmm. Ouais, je suis complètement d'accord. J'aurais pas mieux dit. Et justement, bah, là, on parle de l'aspect mental, on a parlé un peu de la prépa physique,
Mais est-ce que tu penses que ces questions-là, c'est plus pour des joueurs pros? C'est vrai que j'ai donné par exemple quelques exemples avec des joueurs pros. Ou est-ce que ça peut aussi être intéressant pour des joueurs amateurs? Ouais, bah tu vois, je pense, hein, peut-être je me trompe, mais à voir en 2026 ceux qui nous écouteront, mais je pense et je trouve encore qu'il y a une croyance collective qui dit qu'aujourd'hui la préparation mentale, elle est réservée à un certain public. Je sais pas sur la préparation physique, tu nous en parleras après, mais la préparation mentale, moi ce que j'entends, c'est réservé aux sportifs de haut niveau, aux champions, à certains types de professions comme des dirigeants, des entrepreneurs et il y a quelques artistes qui peuvent s'y greffer. Ça, en gros, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans ma carrière. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Là, il n'y a que la communauté qui pourra le dire. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé à me lancer et vraiment rendre visible mon art et que les gens y voient mon prénom et mon nom associés comme préparateur mental et coach mental, j'ai eu comme rêve de démocratiser finalement la préparation mentale. Moi, si tu veux, ma vocation, ma conviction, c'est de rendre la préparation mentale accessible à tous. C'est ça ma mission. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de simple. Ça fait depuis 2018 que j'ai ouvert mon entreprise de coaching. Donc tu vois, ça fait 8 années. Ça fait depuis 2012 que je suis dans un collectif, le collectif Soyez Pro, avec qui je me forme et avec qui je peux avoir des actions. Donc ça fait depuis 14 ans maintenant que je suis dans le mental. Et depuis, comment dire, 8 années, je me suis occupé d'enfants de 6 ans jusqu'à mon plus jeune retraité qui a 70 ans actuellement. Tu vois? Donc j'ai des profils de 6 jusqu'à 70 ans dans du coaching. Ok. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire à beaucoup d'entraîneurs, ce que j'ai envie de dire à beaucoup de parents, ce que j'ai envie de dire à beaucoup de jeunes, en fait, ce qui compte, c'est que la préparation mentale, c'est aussi un temps d'échange, un temps de relation, un temps de co-création de relationnel avec une personne. C'est un temps d'extériorisation, c'est un temps de compréhension du vivant, c'est un temps de rien que de pouvoir poser des mots sur ce que je ressens ou de ce qui se passe, par exemple, dans mon match ou même à l'entraînement. Et bien ça, aujourd'hui, un enfant de 6 ans, il est capable de le faire. Alors bien évidemment, je ne vais pas parler de la même façon à un jeune de 6 ans comme au grand-père de 70 ans. Bien évidemment, ça fait partie de mon job. Mais aujourd'hui, j'en suis convaincu, Josias, la préparation mentale, c'est pas réservé à une exclusivité. Et moi, j'aimerais bien, je le redis parce que là, tu vois cette vidéo, à voir comment elle va prendre. J'aimerais que la communauté pongiste, et pas que qui l'entendent, se disent à un moment donné, ah mais en fait, moi j'y ai le droit quoi. Moi j'y ai le droit. C'est pas, tiens, Josias, il a parlé de l'équipe de France. Ah, je pensais que c'était que pour les joueurs qui étaient en équipe nationale. Bah non, moi je m'occupe aujourd'hui de sportifs amateurs qui jouent en D4 par exemple, Josias. Et je m'occupe de sportifs internationaux comme toi. Voilà. Qu'est-ce qui est différent entre un sportif qui joue en D4 et un sportif international? Rien. Vous avez un cerveau, vous avez des aires cérébrales, vous avez de l'émotionnel. Donc, vous pouvez avoir accès à la préparation mentale. Voilà. Bah, je suis curieux, moi, sur toi, sur la préparation physique. Est-ce qu'il y a des croyances collectives en 2026 aujourd'hui qui sont les mêmes Ouais, que moi, par exemple? ouais, ouais. Bah, je vais d'abord prendre la casquette préparateur physique justement pour répondre à ta question. Après, je prendrai la casquette entraîneur de Ouais. ping. Mais, en prépa physique, je pense que clairement, il y a une croyance qui est que la prépa physique, c'est pour les pros. Et quand tu es amateur, bon, tu vas pas te casser la tête à faire des entraînements physiques. Déjà, c'est des débats que j'ai eu en fait avec des entraîneurs, amis, etc. Et le constat de base, c'est de dire, bah, c'est déjà difficile d'avoir les gens 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, les meilleurs jeunes ou quoi. Donc, dans ce temps-là, prendre du temps pour faire de la prépa physique, on a l'impression qu'on perdrait du temps d'entraînement et on en a déjà pas beaucoup. Et moi, ce que j'avais répondu à ça, c'est que la prépa physique, elle te fait gagner du temps sur ton entraînement. Je prends l'exemple, bon, pour ceux qui, enfin, pour les pongistes, tu travailles, je sais pas, ton démarrage coup droit, ton top spin coup droit sur balle coupée, bah, tu vas travailler longtemps, il faut que tu aies un bon toucher de balle, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de la puissance, au niveau des jambes, descendre bas, et ensuite tourner au niveau des hanches, etc. Et ça, tu peux gagner du temps en le faisant en préparation physique, et tu vas apprendre ce geste beaucoup plus rapidement que si tu travailles juste au panier de balle, par exemple. Et il y a plein de petites choses comme ça. On sait qu'au des étapes, c'est important de rester bas. Bah, quel est le meilleur moyen d'améliorer ça? C'est de développer ta mobilité,
développer ta force des membres inférieurs. Et ça prend quelques semaines, quelques mois à avoir des gains en prépa physique, versus parfois ça prend 1 an, 2 ans, des années en disant je vais juste faire de la technique. Ensuite, le problème, c'est quand tu vois que la prépa physique comme un truc pour les pros, t'oublies la fonction initiale de la prépa physique. Et la fonction initiale, pour moi, en tant que prépa physique, c'est aider le joueur à jouer et sans se blesser. Et il y a tellement de joueurs, justement au niveau départemental, régional, qui aiment le ping, mais qui doivent arrêter à cause de blessures à l'épaule, au genou, à la hanche, que bah, moi, je dirais que c'est encore plus important pour les amateurs que pour les pros. C'est-à-dire que les pros, enfin, ils vont le faire, mais vu que tout le monde le fait, la différence avec les autres pros, il y en a pas en fait. C'est si tu le fais pas que tu vas descendre. C'est comme l'aspect mental. Il y en a beaucoup au niveau professionnel qui ont un accompagnement mental. Donc, j'ai envie de dire, t'es obligé de le faire. Mais au niveau amateur, si tu fais de la prépa physique, tu vas gagner beaucoup de temps par rapport aux autres. Tu vas gagner du temps dans ta progression. Tu vas gagner du temps de jeu parce que tu seras moins blessé. Et là, je remets la casquette entraîneur du coup. Il y a tellement de joueurs qui devraient travailler mentalement et qui gagneraient à travailler mentalement que nous, dans mon ancien club, on avait mis en place un petit truc mental pour avoir un accompagnement pour certains jeunes. Et c'était pas forcément les meilleurs jeunes, mais c'était des jeunes où on avait ciblé un besoin particulier dans ce truc-là. Et bon, parfois, il y a un accompagnement mental vraiment très précis à faire. Parfois, c'est aussi discuter, essayer d'écouter et comprendre en fait pourquoi certains joueurs ont des réactions. Et je me souviens, petite anecdote, il y avait un joueur qu'on entraînait. Bon, il avait la vingtaine quand même. Et en fait, en match, vraiment, il était fou. C'est-à-dire que il se jetait par terre, il criait, il tapait tout. Enfin, Ça arrive et ça dans le ping, ça arrive dans le ping, ça veut dire. ça, Ok, ça, ça, ça arrive parfois. Et ok. en dehors de la table, bon, enfin, il se comportait normalement, mais à la table, vraiment, il était fou. Ouais, Et ouais. à un moment donné, avec l'autre coach, on l'a pris en réunion, on a essayé de discuter et, et essayer de comprendre en fait pourquoi il se comportait comme ça. Parce que le premier réflexe, c'est de dire bon bah écoute, vas-y, on veut Arrête plus de te faire ça. voir. Ouais, Ouais, arrête de faire ça ou nous on en a marre. Et on a ouais. vraiment discuté avec lui, essayé de mettre en place certaines choses. Et la phase suivante, il y a vraiment eu un changement au niveau de son comportement et honnêtement ça l'a aidé et quand tu vois que bah tu as des personnes qui se développent peu importe leur niveau au ping finalement mais qui se développent et qui sont finalement épanouis plus épanouis que quand ils ont commencé et qui aiment toujours jouer au ping et qui sont des personnes épanouies pour moi tu as tout gagné en fait. Ouais. Bah moi, ça me refait penser à aller peut-être le premier moment de ma carrière quand j'ai commencé à être entraîneur en 2009 et j'ai été confronté à une souffrance particulière et là, ça va sûrement te parler et même résonner dans l'écosystème des pongistes. C'est je peux jouer aller le feu à l'entraînement, je peux jouer dingue, je peux jouer, je peux même sourire, tu vois, je peux même m'amuser à l'entraînement. Je peux même me dire la faute elle est pas grave. Et puis en match, je me fais kidnapper par des vaisseaux spatiaux et en fait ils m'ont amené un clone qui est pas moi et justement je me retrouve à faire des trucs qui sont mais pas du tout moi quoi. Et il y a quelqu'un qui met une caméra qui me demande de me regarder et en me regardant je me dis merde c'est qui ce mec là quoi, c'est pas moi quoi. Et là finalement moi j'ai été en souffrance à ce moment là tu vois et ça remonte hein, c'était 2009-2010 et je me suis demandé à ce moment là mais qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête des joueurs, pourquoi il y a un tel changement et ça faisait partie d'une de mes missions et ça l'est encore aujourd'hui, tu as entièrement raison. Pour aujourd'hui bien vivre son expérience dans un sport, là on parle du ping mais dans tous les sports et dans la vie de tous les jours, en fait j'ai à avoir un écosystème qui est cohérent, aligné et où en fait je vais bien vivre je dirais cette expérience. Et donc moi ma mission ça a été à un moment donné justement d'accompagner les joueurs à ce qu'ils vivent bien avec eux-mêmes et qu'ils libèrent en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Et j'observe aujourd'hui que quand les joueurs ils ont une relation où ils vivent bien avec eux-mêmes, ou les joueuses, et ben derrière, leur tennis de table est fleurissant. Et tout d'un coup, quand leur tennis de table est fleurissant, comme par magie, les résultats arrivent, comme par magie, les performances elles arrivent. Et
c'est ça qui aujourd'hui pour moi est hyper important. Tu vois, c'est vraiment un élément entier. C'est pas juste le mental dans le ping, c'est pas juste le physique dans le ping, c'est vraiment l'entièreté. C'est vivre bien avec soi pour que ça me rende service en fait dans ce qui me passionne. Tu vois, parce qu'aujourd'hui en fait, peut-être que le jeune de 20 ans que tu décris, moi je le connais pas, mais ce que je vois de beaucoup d'individus que j'ai en coaching, c'est qu'ils sont amoureux de cette petite balle blanche. Ils l'adorent, ils sont passionnés. J'en ai même qui sont comme des dingues à regarder des highlights. Ils ont même plus. Moi qui étais entraîneur, ils avaient même plus de connaissances de certains moments clés de match qu'ils pouvaient regarder. Je suis sûr que ça t'arrive, ça. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, c'est important ça pour vous de l'entendre. C'est pour tout le monde. Moi, je dirais la préparation physique et la préparation mentale, c'est accessible pour tout le monde. Au contraire, pour que vous viviez bien votre activité en tout cas. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ce truc en se disant, bon, c'est... Mais par exemple, pour la prépa physique, il y a un petit changement. Justement, c'est marrant quand tu parlais du mental, je me disais, j'aurais dit exactement la même chose pour pour la prépa physique, rendre ça accessible à tous. Et quand j'étais à l'INSEP avec mon collègue Mathias Serlati, on avait vraiment cette vision en se disant, bon, bah, nous, on a la chance d'être dans le haut niveau et donc d'avoir accès à plein de choses, mais les clubs, ils n'ont pas forcément accès à ça. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose pour aider les clubs? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une plateforme. Donc finalement, j'ai commencé la plateforme une fois que j'ai arrêté de bosser à INSEP. Et, et c'était vraiment ça parce que bah, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir un prépa physique. Un club peut pas forcément s'offrir ça. Et de l'autre côté, on n'a pas forcément, voilà, il y a plein de choses sur Instagram aujourd'hui. Et justement, je pense qu'à travers Instagram, quand j'ai commencé à poster, c'était vraiment, bon, bah, voilà ce qu'on fait. Et il y a eu beaucoup de réactions à ça. Et finalement, je me suis dit, bah, voilà, ce serait intéressant de faire une plateforme pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent savoir comment bien faire les exercices et qui savent pas forcément, bah, ouais, on jette des balles, ok, mais pourquoi? Comment est-ce qu'il faut Ouais. faire? C'est quoi l'intention derrière? Et je pense que ça commence doucement à se démocratiser et même au niveau pareil une petite anecdote, on faisait une compète avec l'équipe de France jeune. À l'époque il y avait donc Pritika, Camille, Lutz et il y avait les frères Lebrun, peut-être Charlotte, Thibaut Porret je pense aussi. Bref, on avait une petite équipe comme ça. Et pour les échauffements, on faisait beaucoup de trucs cognitifs, tu vois, avec les balles, avec des coupelles, etc., du jonglage. Et en jeune, vraiment personne s'est chauffé. Il y avait que les Japonais, encore la culture japonaise, Ouais. qui s'échauffaient vraiment longuement, qui prenaient genre une demi-heure d'échauffement, mais Mm. les autres s'échauffaient pas vraiment. Les Chinois, ils faisaient ça, ça, Ouais. bam, Ouais. bam. Et dans les Chinois, il y avait Lin Chidong, Xiangpeng, et un autre, j'ai oublié son nom, qui est assez grand. Quand on commençait, ils nous regardaient, ils disaient rien, et etc. On continuait à faire des échauffements. Et en fait, au fur et à mesure que la compétition avance, les coachs, ils attrapent leurs joueurs avant les matchs et ils leur disent, tiens, prends 2 balles. Et ils commencent à leur jeter les balles. Ok. Et ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, bah, top, tu vois. Ouais. Si on arrive à, entre guillemets, influencer un tout petit peu les pratiques de cette manière et que bah, ça enrichit Ouais. le ping, bah, top, top. Il y a une forme d'inspiration. Et même là, ce qui est beau, c'est que vous avez été capable à un moment donné d'inspirer même allez, la domination du monde, qui est quand même, même si ça bouge quand même aujourd'hui, mais les Chinois restent quand même les Chinois, les Asiatiques restent les Asiatiques. Et là, finalement, vous amenez des choses qui sont peut-être différentes aujourd'hui, qui sont innovantes. Et tout d'un coup, il y en a qui sont curieux et qui s'inspirent de ça. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et en tout cas, ça amènera aussi peut-être l'idée d'un podcast un jour, mais cette curiosité et qui est pour moi me semble important, plutôt que d'être dans le piège du jugement, et ça on en reparlera plus longuement sur aussi d'autres épisodes, mais c'est d'être curieux. Tout d'un coup, j'arrive dans une salle de ping et puis je vois l'équipe de France qui fait du travail, je sais même pas comment c'est, cognitif, etc., jonglage, etc. Bah, le premier truc, le cerveau, il va juger. Et Ouais. alors que je peux être super curieux en me demandant, mais tiens, mais c'est quoi le sens de ça? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est du bluff? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Et rien que déjà ça, cette curiosité pourrait amener mais tellement de,
d'enrichissement dans l'écosystème d'un individu. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis même, il y aura des questions là-dessus sur le jugement et la curiosité chez les pongistes. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Et justement, pour faire un lien avec la prochaine question, tu parlais de la Chine. C'est vrai que la Chine, eux, ils ont une vision du ping très orientée technique. Ouais. Et en fait, c'est la technique qui guide tout. C'est parce que tu vas travailler longtemps, beaucoup techniquement, que tu vas développer tes qualités physiques plus que les développer à côté. L'aspect mental, je pense qu'ils ont plus une vision de, bah, en fait, il faut que tu fasses, c'est tout. Il n'y a pas de. Ouais. Mais si Bah, t'as. c'est vrai que la particularité de la Chine, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais j'y avais été il y a quelques années. Tu y as été toi aussi en Chine, Josias? Non, jamais en Chine. Ouais, moi j'y suis allé il y a quelques années de ça, je crois que c'était en 2011. Ce que j'avais pu observer, c'est que la Chine reste quand même le sport national. En gros, c'est ton statut de pays. Tu deviens quand même quelqu'un qui est très important dans ton pays. Donc mine de rien, tu as un conditionnement psychologique qui est très fort. Ce n'est pas du tout ma vision, mais aujourd'hui, c'est leur culture et c'est leur mode d'emploi. Et voilà, c'est pour ça que ça fonctionne en Chine. Beaucoup de pays ont tenté de reproduire ce que les Chinois ont fait. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce que ça fonctionne dans leur culture. Voilà ce que je dirais. Non, mais c'est exactement ça. Et justement, je dirais que comme ils sont nombreux, ils ont vraiment cette vision aussi. J'ai l'impression, c'est pas bon. Je vais pas caricaturer le truc parce qu'en plus, comme je t'ai dit, je suis jamais allé, mais de ceux que je connais qui vivent en France aujourd'hui, qui sont chinois, et qui t'expliquent comment c'est pour s'en sortir dans le haut niveau, c'est un peu soit tu réussis, soit ils te mettent sur Ouais, le côté. ouais. Et Marche ou crève, quoi. Marche ou ouais, c'est crève. ça, marche ou crève. Ce que je voulais dire, mais bon, je me suis dit, ça peut être un peu sévère. Tu peux Mais, dire. mais de l'autre côté, justement, là, dans leur vision, on pourrait se poser la question, est-ce que donc le physique ou le mental, c'est des domaines dans lesquels on peut progresser? Parce que c'est une question que j'ai déjà entendue, que je pense que beaucoup de gens se posent, que moi-même je me suis posé à un moment donné, au moins sur l'aspect mental, sur l'aspect physique, j'ai ma réponse. Mais bon, si je prends l'aspect physique, il y a un peu ce truc où ah waouh, il a des qualités physiques de dingue. Donc bon, bah, pas forcément besoin de travailler, ou au contraire, bah, il est pas trop doué physiquement, donc ce sera jamais son truc, et mentalement, j'en parle pas. J'ai déjà entendu, s'il a peur un jour, il aura peur toujours. Et j'ai entendu ça Croyances collectives. dans Ouais, le c'est des, haut niveau. ouais, ouais, c'est des croyances collectives, tu vois. Quand j'écoute ce que tu partages, là, tu vois, il y a plein de noms qui me sont venus en tête. Le premier Ouais, qui m'est venu, c'est Usain Bolt, par exemple. Usain Bolt, il a jamais travaillé son physique, par exemple, de toute sa carrière. Ensuite, il y a eu, comment dire, des mecs comme Novak Djokovic dans le tennis. Il travaille pas son mental et son physique, lui, par exemple. ouais. Tu vois, finalement, moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, ce qui compte, c'est euh, est-ce que j'écoute ce qui se dit? Et finalement, si aujourd'hui il y a un message collectif qui arrive, ça peut devenir une vérité. Tiens, t'es petit et donc tu pourras jamais accéder à ça. Tu vois, je m'occupe aujourd'hui d'un joueur de basket qui va rentrer en ligue universitaire et potentiellement là, moi, je l'accompagne pour qu'il aille peut-être aller jouer en NBA. Ok. Son profil est pas du tout un profil, je dirais, qui est censé aller en NBA. Et pourtant, il va peut-être y aller. Parce que justement, lui, il a un rêve, il a une vision et qui va, à un moment donné, vouloir travailler des choses. Bien évidemment, alors, sur l'esprit, ça sera différent. Sur le physique, tu en parleras peut-être, Josias, mais peut-être que sur le physique, il y a un impact génétique. Tu vois, j'ai fait exprès de prendre l'exemple du Shane Bolt. Peut-être qu'il y a un impact génétique, peut-être qu'il y a un impact de structure ethnique aussi, voilà, sur l'influence, etc., de la biochimie du corps. Par contre, aujourd'hui, dans l'esprit, moi, je suis convaincu d'une chose. En fait, on a de la neuroplasticité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails trop techniques, le cerveau humain peut se recolorer, se dessiner, se modéliser Hmm. à n'importe quel âge, à n'importe quel âge. Donc, tu vois, ça aujourd'hui, soit il y a une croyance qui vient du monde extérieur et qui, moi, j'appelle ça une prison, qui va m'enfermer dans une prison. Et donc, bah, je dirais que je me retrouve encloîtré dans un endroit. Soit à un moment donné, bah, comme ce que tu viens de dire, j'ai peur aujourd'hui, donc j'ai peur toujours. Ou tiens,
Moi, ça fait des années, tu sais, Josias, je perds toujours les premiers sets. Ok. Bah, toute ma vie, je perdrai toujours les premiers sets. Bon, ça, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Il y a peut-être des pongistes, ça va les faire rigoler cette anecdote. Parce que j'aide les pongistes justement là-dessus. J'ai pas mal de pongistes qui m'appellent à un moment donné, qui me disent Alex, est-ce qu'on pourrait travailler ça? Parce que, en fait, j'ai observé à chaque fois, j'ai du mal à rentrer dans mon premier set et je perds toujours mes premiers sets. Ça reste des croyances. Il y a pas mal de croyances qui viennent influencer et rendre prisonnier. Donc, moi, je te dirais aujourd'hui, je suis vraiment convaincu qu'il y a de la modélisation, il y a de la restructuration, il y a du dessin qui peuvent être possibles. Et que il n'y a pas de inné. Tu vois, j'ai aussi trop entendu, c'est sûrement quelque chose que tu as entendu. Ah ouais, mais lui, il est né avec un mental de champion. Ah bon? Ouais, j'ai beaucoup entendu ça. J'y crois pas une seconde à ça. Je vais te le dire, hein, j'y crois pas une seconde à ça. Qu'il ait un dispositif épigénétique avec la naissance, je rentre pas dans le détail de ce que c'est que l'épigénétique, c'est pas le but du jeu, mais qu'il ait un dispositif, un bagage avec des empreintes spécifiques de sa lignée, de l'endroit où il est, je dirais que ça, c'est une particularité. Par contre, même des gens qui auraient cette particularité, ils vont avoir besoin justement d'aller travailler ces particularités. Et aujourd'hui, on sait que, et même toi, tu dois le voir, tu as travaillé quand même avec l'équipe de France. L'équipe de France, elle en est là aujourd'hui parce qu'elle travaille. Tu me dis si je me trompe, mais moi, je ne les connais pas, les frères Lebrun. J'ai jamais discuté avec eux, mais quand je vois aujourd'hui là où ils en sont, j'ai quand même le sentiment qu'ils travaillent, les mecs là. Ouais, et pas que techniquement. Et Voilà. c'est ça, Travail. ils font pas que du ping. Il y a Ouais. beaucoup de travail mental, beaucoup de travail physique, beaucoup Ouais. de travail en dehors de l'aspect juste technique. Ouais. Ouais. Donc en fait, moi je dirais que c'est quelque chose. Tu peux avoir des véhicules à la naissance, mais ça n'empêche que en fait ces véhicules-là, ils ont besoin à un moment donné d'être conduits, d'être révisés, de changer de certaines structures en fonction de la vision, le rêve que tu as et surtout dans l'endroit où tu es, tu vois aujourd'hui. Ouais. Je suis d'accord avec ta vision. Je pense que dans l'inné, il y a quand même un truc où, bah voilà, tu nais avec, si je parle de l'aspect physique, un aspect génétique, naturel, qui fait que, bah voilà, je prends le basketteur le plus connu, enfin, qui va être bientôt peut-être le plus connu, Victor Wembanyama. Bon, Ouais. il serait pas le joueur qu'il est s'il a pas les parents qu'il a, tu vois. Il ferait pas 2 m 30 Ouais. s'il a pas des parents qui font, et qui sont déjà très grands. Donc, il y a quand même un aspect inné, mais c'est pas ça qui fait qu'il est bon au basket, en Non. fait. Qu'il est bon au basket, c'est ce qu'il a mis en place, dans son quotidien depuis qu'il est très jeune, et en travaillant justement lui et pour le coup tout ensemble l'aspect physique, cognitif, mental et technique en fait. Et lui, enfin, c'est hyper intéressant la manière dont il a bossé pour arriver en NBA. C'est ultra impressionnant de voir à quel point il a bien combiné ça. Et je suis d'accord sur l'aspect physique. Bon, l'aspect physique, honnêtement, moi je dis souvent, c'est des maths, hein. C'est-à-dire que euh, c'est impossible de dire que tu peux pas te développer physiquement. Et je dirais même, c'est presque le domaine où tu peux te développer le plus facilement parce que il y a énormément d'études qui ont été faites sur tu travailles de telle manière, temps de répétition, temps de récupération pendant tant de semaines, tu as à peu près 10-15% de gain. Après, tu fais ça, tu as 10% de gain en vitesse, etc. Et donc, si voilà, tu es accompagné par quelqu'un qui sait structurer un minimum, euh, c'est sûr qu'il y aura du progrès et c'est sûr qu'il y aura du développement physique. Mais ce qui est dur, c'est que parfois, on juge les joueurs assez tôt, Trop tôt. Trop à tôt. 11 ans, 12 ans, 13 ans, parfois. Alors, ça peut être plein de gens différents, ça peut être le coach, ça peut être même les parents, ça peut être plein de choses. Dire, ah bah non, il n'a pas trop de qualité physique. Et en fait, on est beaucoup dans la comparaison. Tu prends quelqu'un d'autre du même âge, par exemple, tu vas dire, bah, regarde comment il est, regarde comment il est. C'est sûr ne sont pas développés de la même manière, mais on n'est pas dans le corps de l'un et de l'autre. Il y en a un qui est assez précoce, qui a peut-être 2 ans d'avance sur sa maturité hormonale, et il y en a un autre c'est le contraire, il a 2 ans de retard sur sa maturité hormonale. Donc ça veut dire que le delta il peut être de 4 ans. Et tu regardes les deux en disant, bah ouais, regarde ses muscles, la moustache, oui, d'accord, mais on en discute quand ils auront tous les deux 22-23 ans, bah tu verras que la différence qu'il y avait, on la verra plus. Ouais, Donc, ça,
Ça veut dire que chacun aujourd'hui possède un propre rythme. Il y a un rythme singulier et que justement ce rythme singulier, moi j'en suis convaincu. Ok, je peux devenir un champion à 18 ans, mais si je deviens champion à 25 ans, est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Ouais, c'est Voilà, exact. en fait, c'est de respecter le rythme singulier de chacun. Et tu l'as dit, alors ça sera aussi le jugement, c'est un sujet sur lequel on interviendra. Bah, ce jugement-là, il va à un moment donné freiner, par exemple, certains rêves, certains potentiels, je dirais, d'individus. Et donc moi, peut-être on peut terminer là-dessus, Josias, si tu es OK, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que chaque individu possède un rythme singulier. Et que oui, le cerveau humain, il passe son temps à comparer, ouais, mais les autres de ma même année d'âge, et puis dans le tennis de table, je dirais peut-être mondial, mais français, je me souviens que bah, dans les détections, il y a beaucoup les années d'âge, comme par exemple dans le basket, comme plein dans le tennis, etc. Donc c'est tellement facile d'aller se juger en me disant, bah tiens, je suis né par exemple en 2000 et bah ouais, mais tel pote en 2000, il a tel point, il fait telle masse, il fait telle vitesse, etc. Et donc, bah, sans m'en rendre compte, moi, je me trouve infériorisé, je me trouve en état d'infériorité. Et donc, tout ça, c'est un impact énorme sur mon estime de moi et c'est un impact énorme sur la progression et sur ce que je vais faire derrière. Donc, moi, je vous dirais juste pour terminer là-dessus, chaque être humain possède une horloge interne qui fonctionne à un rythme particulier et singulier. Ouais, je suis totalement d'accord. Et pareil, enfin, moi je suis assez fan de l'école de ping allemande. Je trouve qu'ils sont assez impressionnants. Peut-être c'est le côté prépa physique, parce que tu les regardes tous, ils sont assez costauds, bien structurés. Même dans la manière de bouger, c'est très stable, etc. Et j'avais discuté il y a pas longtemps avec un des coachs qui s'occupait bah, des meilleurs jeunes là. Il y en a deux, donc c'est Wim Verdonschot et André Bertha-Schmeyer. Et il disait qu'en gros, eux, ils n'ont pas vraiment de système où tu peux arrêter l'école comme en France quand tu es haut niveau. Donc tu es obligé quand même de garder un rythme scolaire quasiment Ouais. normal. Et ça veut dire qu'en jeune, ils ont moins de résultats et on peut avoir l'impression que bah, en fait, leurs jeunes, ils sont nuls comparés à d'autres. Mais en Mm. fait, ils sont pas au même rythme, ils n'ont pas la même pratique que les autres. Et petit à petit, comme tu dis, bah, tu vois, un mec comme Qdang, en jeune, il n'était pas parmi les tout meilleurs. Bah, regarde où il est aujourd'hui. Ouais. Francis Gall était bon quand il était jeune, mais tu en as plein comme ça. Bénédicte Douda, top 10 mondial. En jeune, il n'était pas spécialement extraordinaire, mais il s'est laissé du temps et il a développé l'aspect physique, mental, petit à petit, et il est arrivé là. Donc, ouais, je pense que chacun a son rythme. C'est une bonne phrase. Si les gens peuvent se souvenir de ça, ça sera pas mal. Ok. Euh, Est-ce qu'il y aura un épisode 2, Josias? Ça m'intéresse, moi. Bah, moi aussi, ça m'intéresserait, hein. Je pense que c'était pas mal pour commencer, mais il y a pas mal de sujets à aborder. Et je pense que tu as parlé d'un sujet qui peut parler à pas mal de pongistes. Euh, Est-ce que tu as un petit indice à nous donner sur Ah, ça? allez, et moi j'en ai un, je suis sûr que c'est en train de te faire marrer. L'indice, il est simple. J'en ai justement, le sujet a été abordé dans ce moment de visionnage là. Tu t'en rappelles ou Ah, pas? ah oui, oui, je m'en Je me souviens. rappelle. Ouais, Ouais. donc, et je l'ai dit, alors même si c'est pas les mots-clés exacts, mais j'en ai quand même parlé à un moment donné. Donc voilà, c'est vraiment l'indice. L'épisode numéro 2 se trouve, je dirais, dans notre moment d'échange avec Josias aujourd'hui. Voilà, donc si vous êtes OK, tous ceux qui nous écoutent, là, vous allez pouvoir bah, laissez aussi vos commentaires. N'hésitez pas à allez, soyez joueurs, un peu comme un jeu, comme un jeu. Dites-nous quel pourrait être l'épisode numéro 2 avec Josias. Et puis même, dites-nous si cet épisode-là, qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode-là? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous voulez voir plus de Josias et plus de Alex? Et si c'est le cas, moi j'ai bien envie de te revoir aussi, Josias. Yes, 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 carrément, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je pense que, bon, de toute façon, on va se revoir dans pas longtemps pour le second épisode. Donc, ouais, Ouais. hâte, Ok. hâte de discuter de ça, hein. Ok, et bah super. Et bah écoute, à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.